De retour dans l'Africa Newsroom, troisième partie de cette émission. Je suis toujours avec Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste, Makaïla Gebla, journaliste blogueur, Sayouba Traoré, journaliste et écrivain. Tout de suite, notre Zoom. Pas de gouvernement d'union nationale avant au moins 6 mois. On va s'intéresser ce soir à la situation au Soudan du Sud où un gouvernement d'union nationale devait être formé le 12 mai conformément à l'accord de paix signé en septembre 2018 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival Riek Machar. Accord destiné à mettre fin à près de 6 ans de guerre civile. Les autorités sud-soudanaises et du côté du président mais aussi de celui du chef rebelle, toutes les parties souhaitent un délai plus long pour l'installation de ce gouvernement, un délai censé permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée. L'un des points clés justement de cet accord de paix sur cet ajournement. Je vous propose d'écouter Ismaël Weiss, envoyé spécial de l'autorité intergouvernementale pour le développement. C'est le bon moment pour être ici. Et comme nous le savons maintenant, c'est la fin de la période pré-transition. Et nous devons capitaliser sur l'énergie et les engagements pris par les parties prenantes du Soudan du Sud, qui ont d'ailleurs accepté de prolonger la période pré-transitoire pour une période de 6 mois. Makaïla Gebla, est-ce qu'il n'y a pas des ratés dans cet accord qui font qu'effectivement il ne peut pas être appliqué? Alors il règle certes la question du partage du pouvoir, mais il n'en est rien concernant l'unification des forces armées rivales. Tout à fait. L'unification est le point crucial parce qu'en fait on assiste à une crise de confiance entre Riek Machar et Salva Kiir. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, il fallait d'abord cantonner les forces rebelles. Or les forces rebelles, ils pensent que leur cantonnement sera synonyme au désarmement et donc à leur inclusion totale dans l'armée gouvernementale. Dans l'armée régulière. Justement, l'armée régulière. Or, Riek Machar éviter effectivement d'être à Djouba pour être pris en tenaille au cas où il sera désarmé ou ces éléments. Ça arrivait souvent effectivement dans des pays en conflit où les rebelles, une fois dans la capitale, pourraient être pris en tenaille et pourraient être neutralisés facilement. Donc du coup, il y a une crise de confiance. Donc il n'a pas été question en fait, de garanties de sécurité une fois que le chef rebelle entre dans la capitale. Et ça arrive souvent et ça risquerait effectivement de remettre les pays dans une situation de conflit permanent. Et donc, je comprends en fait, l'inquiétude et la méfiance de Riek Machar et l'appel lancé par Salva Kiir qui a demandé à ce que Riek Machar revienne forcément à Djouba pour constituer le gouvernement étranger. Alors, donc, pour les téléspectateurs, Riek Machar est censé revenir pour reprendre ses anciennes fonctions de vice-président au sein de ce gouvernement d'union nationale. Alors ceci dit, le président Salva Kiir est assez d'accord aussi sur le fait qu'il faut de toute façon un délai supplémentaire. Mais justement, il faut un délai supplémentaire parce que les délais qui sont consommés n'ont pas été effectivement des garanties réelles pour Riek Machar de venir et de cantonner même ses troupes. Or, la démobilisation, le désarmement, tout ça sont des préalables à une négociation. Or, on a l'impression qu'en ce qui concerne le cas du Sud-Soudan, avec la crise soudanaise actuellement, pose quand même un réel problème de sécurité, surtout en la personne de Riek Machar. Sayouba Traoré. Moi, j'ai regardé les chiffres concernant ce pays tout nouveau, hein, parce qu'on oublie toujours que le dernier a été créé en Afrique. Et 5 ans de guerre d'un conflit armé, dont le bilan c'est 400 000 morts et 4,5 millions de déplacés. Et aujourd'hui, on a une crise humanitaire qui touche 7 millions de personnes et il y a des risques de famine. Je me demande s'il y a un patriote dans le personnel politique de ce pays, quoi. Quand vous dirigez un pays dans cet état-là, avec une population dans cette situation, les atermoiements, les querelles de personnes, les discussions, est-ce qu'on va créer 5 postes de vice-président, qu'est-ce qu'on va... Excusez-moi, peut-être que je fais du sentiment alors que là où nous parlons de politique, mais moi je me demande s'il y a un réel patriote dans ce pays, quoi. C'est la question que moi je me pose. Mais je me pose exactement la même question parce que
les personnes qui se battent, en tout cas les donneurs d'ordre en premier, c'est-à-dire Machar et Salva Kiir, ils ont quand même la prétention de pouvoir gouverner non seulement un territoire sans personnes, mais de gouverner des gens. Et des gens dont 400 000 sont déjà morts par leur faute. Et on a ce schéma-là. Je ne reviens pas sur la responsabilité des responsables politiques du pays, mais c'est quelque chose auquel nous sommes tellement habitués que ça nous paraît normal. Et c'est le jour où on criera que c'est anormal que ça va aller. Vous êtes là pour nous gouverner et d'abord pour nous protéger, nous maintenir en vie et pas pour nous tuer, qu'on soit des variables d'ajustement. Mais dans le conflit du Soudan du Sud, et notamment sur la problématique de l'accord de paix, il y a deux choses que je voudrais souligner. La première, c'est que cet accord de paix avait été signé en septembre et il y a un calendrier avec des garanties de respect de ce calendrier-là. Et vous évoquiez tout à l'heure le mois de mai pour le gouvernement de transition, mais lorsque l'accord a été signé, il avait été entendu et même écrit que ce gouvernement de transition devait voir le jour 3 mois après. Et 3 mois après, on est très loin des 3 mois après. Et il y a d'autres enjeux, celui de la démobilisation, celui du désarmement. Et le désarmement, ça c'est l'intérêt de la population, d'abord le désarmement. Et finalement, ce sont les questions qui n'ont même pas été évoquées et qui se posent actuellement. Donc ces questions-là, aucune de ces questions n'a été résolue. Et dernièrement, ce qu'on a encore constaté, c'est que les combats ont repris. Les combats ont repris et j'en viens à mon deuxième point que je voulais souligner, cet accord est porté à bras-le-corps par des organisations internationales. Je voyais tout à l'heure M. Lacroix, qui est le représentant français, enfin qui est représentant français au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc Conseil de sécurité des Nations Unies qui porte ça à bras-le-corps et l'Union africaine qui porte ça à bras-le-corps. Et ils ont des doctrines dans lesquelles on dirait que pour l'Union africaine et ces organisations internationales-là, les vrais gens n'existent pas. Les morts ne comptent pour rien. La famine qui s'annonce, les familles qui vont mourir de faim, ça ne compte pas. On est là, on est dans une doctrine de la négociation à tout prix et on va nous dire la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix, sauf pour les petites gens qui payent le prix fort parce qu'ils meurent. Et parce qu'ils sont estropiés, parce qu'ils sont déplacés, parce que, etc., etc. Et moi, et ce qui est vrai au Soudan du Sud est vrai ailleurs. Lorsque les Nations Unies et l'Union africaine se mêlent de ça, on le voit aussi en Libye, on le voit encore plus en République centrafricaine, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais j'ai presque un cri de révolte, et si nous sommes deux à l'avoir sur ce plateau, il faudrait les multiplier. Justement, je partage la même émotion de mes co-débatteurs par rapport surtout à la crise humanitaire qui dévaste effectivement. Il a cité des milliers de populations jetées dans la rue, des milliers de morts et que l'indifférence de la communauté internationale, y compris celle de l'Union africaine, nous pose problème, nous interpelle. C'est que le Sud-Soudan a été divisé par le fait effectivement des puissances internationales. Aujourd'hui, il faut que les puissances internationales garantissent effectivement le retour de la paix et surtout garantissent et la sécurité des uns et des autres, des différents protagonistes qui sont engagés dans ces conflits. Or, on a l'impression qu'on ne joue pas franc jeu avec les Sud-Soudanais et que les différents acteurs sont aujourd'hui pris dans un engrenage international. Ils étaient partis récemment au Vatican, ils ont rencontré le pape et le pape a béni pour eux. Sauf que on a l'impression que ça reste quand même un vœu pieux de la part du peuple, mais les actions réelles nous posent problème en tout cas. Jean-François voulait intervenir. Alors oui, je voulais dire simplement, très brièvement, que l'intervention de l'Union africaine et du Conseil de sécurité, c'est ce qu'on appelle les interventions au titre du maintien de la paix, dans le cadre d'un système dit de sécurité collective. Les systèmes de sécurité collective qu'on connaît hors d'Afrique, ces institutions-là, le Conseil de sécurité, lorsqu'on est en dehors de l'Afrique, on met les moyens pour réduire la violence par la violence, c'est-à-dire pour faire taire les armes, quitte à ce que ce soit par les armes. On a vu ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, par exemple. Si la Bosnie-Herzégovine avait été en Afrique, aujourd'hui le conflit ne serait pas fini. On a vu des armées monter à l'assaut et ramener la paix
d'abord avant les négociations. À tout prix. Or, notre système, quand il s'agit de l'Afrique, on dit la sécurité collective. Mais vous savez, on est en Afrique, il y a l'arbre à palabres, il faut qu'on discute. Mais et puis on va se réconcilier, on est entre nous. Mais un mort est un mort. Une famille endeuillée est une famille endeuillée. Des personnes déplacées, c'est des personnes déplacées. Et après tout, tant que nous continuons à simplement commenter, à les voir faire, ils continueront à faire. C'est vrai, Zara. C'est leurs affaires. C'est vrai, Zara. Les crises africaines sont gérées de façon quand même avec une certaine, je dirais, indifférence et une méconnaissance réelle l'absence de volonté réelle de la communauté internationale. Et là, ça nous pose problème. Et c'est vrai, à travers votre plateau, nous, on profite de l'occasion pour interpeller les différents partenaires de nos États afin qu'ils s'investissent de façon réelle et effective pour qu'on s'en sorte de ces conflits endémiques, chroniques qui dévastent bien sûr l'Afrique. Moi, je voudrais m'excuser d'abord, parce que là, je vais faire preuve de cynisme. Excusez-moi, je l'avoue. Et la communauté internationale, à chaque fois j'entends ce mot, c'est la faute à la communauté internationale, c'est la faute à la... Nous, on serait innocents, quoi. Nous, on n'a aucun défaut, on a zéro défaut. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et pourquoi on a mis sciemment nous-mêmes, nos pays, en état, dans situation de demander l'intervention de la communauté internationale. Pourtant, quand les dirigeants de ce pays sont arrivés, ils ont promis d'œuvrer pour le bien-être de ce peuple sud-soudanais. Le résultat, on le connaît. Nous, on n'est pas des anges. Deuxième cynisme, pourquoi vous voulez que moi je sois un État, que je sois développé ou pas développé, je viens avec mon agenda politique et mes intérêts? Pour quelle raison? C'est pas parce que les Africains sont incapables de défendre les intérêts de leur pays et de leur population que moi je vais abandonner mon agenda. Au nom de quoi vous pouvez demander ça? Troisièmement, on ne peut pas pleurer à chaque fois demander la communauté nationale aidez-nous, aidez-nous. Et quand ils viennent avec des armes, on dit c'est du néocolonialisme. Il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais nous sommes d'accord sur pas mal de points. Lorsque je parlais tout à l'heure de la communauté internationale, vous avez oublié un des éléments que j'ai évoqué, l'Union africaine. Les Africains sont les pires ennemis des peuples africains. L'Union africaine est le pire ennemi des peuples africains parce que j'ai évité de le dire, mais comme vous l'avez dit... Donc, mais là, on est entre Africains. Et entre Africains... Et c'est pour ça que j'ai dit, vous avez mis vos États dans cette situation, vous avez mis sciemment vos pays à genoux. Là, il s'agissait du 12e accord signé au Soudan du Sud. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi continuer de négocier avec le président Salva Kiir et maintenant Riek Machar, qui doit donc... revenir, retrouver ses anciennes fonctions de vice-président, avec peut-être aussi une nouvelle occasion pour eux, pour ces deux hommes, de relancer de façon officielle les hostilités qui continuent Parce encore que sur le si on entendait depuis hier, Salva Kiir disait que tout le regard du peuple est tourné vers eux. Et donc c'est les deux figures historiques sud-soudanais qui doivent s'entendre et doivent avoir un consensus entre elles afin qu'on puisse quand même aboutir à une paix réelle et définitive. Or, on a l'impression qu'il y a une crise de méfiance entre Salva Kiir et Riek Machar et qui date depuis 2013 jusqu'à... Ils étaient venus de manière violente aux armes. Et je pense que ces conflits-là, tant qu'il n'y a pas une implication, je dirais, massive, permets-moi de le dire, de la communauté internationale, encore une fois de plus, parce que l'Union africaine, comme tu l'as dit, elle est complètement écartée du jeu, parce que la question sud-africaine, j'ai l'impression qu'elle est gérée au plus haut niveau, notamment au niveau des États-Unis. Mais l'Union africaine a quand même s'est impliquée pas mal au Soudan du Sud et notamment a obtenu justement d'assurer la médiation. Il y a eu plusieurs médiations pour arriver à ces accords-là et c'était une médiation de l'Union africaine. Et lorsqu'il s'est agi notamment d'envoyer des troupes, parce que le schéma est toujours le même, l'Union africaine, enfin les États africains sous le chapeau de l'Union africaine envoient des troupes, mais ils ne donnent pas un sou pour le payer, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui financent et qui finalement commandent par derrière. Mais l'Union africaine est
en plein dans ce marasme-là, il est au cœur de ce dispositif-là. Vous posiez tout à l'heure la question de dire comment on peut s'en sortir. Moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on maintient cette même logique-là. Parce que la logique signifie, si je suis soit Machar, soit Salva Kiir, je n'ai aucun intérêt à déposer les armes. Donc, de toute façon, l'Union africaine dit on ne viendra pas me chercher les armes à la main. Donc des négociations sans ces deux hommes et peut-être aussi sortir du cadre de l'accord de 2015. Je pense que quand on a eu un conflit aussi long, un État qui dès sa naissance est entré en conflit, et pour les raisons que nous connaissons, c'était des raisons de partage du produit, du pétrole entre les deux hommes, pas pour l'État. Et donc, quand il y a ça, à un moment donné, les États africains ou les autres peuvent se dire, bon, si on écarte peut-être les deux, peut-être qu'on arriverait peut-être à une solution, et puis surtout, penser aux pauvres populations. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Un grand merci à Jean-François Akandikombe, éditorialiste. Merci à vous, Makaïla Gebla, journaliste, blogueur. Et merci à vous également, Saïba Traoré. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, mercredi. Très belle soirée. Merci.